Ça y est, nous y sommes presque. Les derniers jours des essais hivernaux se sont terminés la semaine dernière à Bahreïn, pour ce qui était la dernière occasion de voir les voitures en piste avant le début de la saison. Ces tests font suite aux 3 jours de roulage qui se sont déroulés à Barcelone en février, et qui ont livré leur propre vérité. Mercedes, Red Bull ou encore Ferrari ont impressionné. Haas et Alfa Romeo ont galéré, AlphaTauri pouvait être en embuscade, et bien d'autres choses encore. Cette fois-ci, les essais de Bahreïn sont un petit peu la dernière répétition avant d'attaquer le grand spectacle. Dans ces conditions, toutes les équipes du plateau ont sorti leurs plus beaux équipements pour tenter de collecter le plus de données possible. Il y a beaucoup à retenir de ces 3 jours, alors je vais vous résumer toutes les informations importantes. Mais d'abord, nous allons analyser ensemble en quoi ces tests sont différents de ceux de Barcelone. Détendez-vous, on regarde ça ensemble tout de suite. Il y a 2 semaines, nous avons pu observer pour la première fois en piste les voitures de F1 nouvelle génération. Parmi elles, c'est sans doute Red Bull qui a le plus étonné, notamment par le design de ses pontons. Ces tests, c'est l'occasion pour les écuries de tester leur monoplace dans des vraies conditions de piste, de rouler un maximum, et surtout de voir si les concepts développés et testés en simulateur correspondent à la réalité. Alors à Bahreïn, on peut identifier 2 grands objectifs. D'abord, il y a ce qu'on peut appeler le développement continu. En arrivant à Barcelone, toutes les équipes avaient un planning bien précis en tête et savaient que le package testé en Espagne ne serait pas définitif. Ça pourrait être le moteur, l'aileron avant, ou en tout cas, toute autre partie de la voiture qu'on pourrait appeler un prototype. Les données récoltées à Barcelone contribuent à apporter des améliorations supplémentaires aux évolutions déjà prévues. Bahreïn est donc l'occasion de tester ces nouveaux outils que les écuries ont fait le choix de ne pas révéler jusqu'à présent, soit pour que les autres équipes en apprennent le moins possible, soit parce qu'ils ont besoin de rouler en piste pour comprendre ce qui est le mieux pour la monoplace. Bahreïn constitue donc la dernière opportunité d'accumuler des données, de tester de nouveaux composants, avec pour objectif d'arriver le mieux équipé au premier Grand Prix de l'année. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Ensuite, la deuxième catégorie est celle des imprévus, directement liés à ce qu'il s'est passé à Barcelone. Entre le dernier jour de test à Barcelone et le premier de Bahreïn, soit 12 jours, toutes les équipes ont travaillé jour et nuit pour réussir à fixer les problèmes de fiabilité rencontrés en piste. Et rappelez-vous, à Barcelone, on a tout vu, des moteurs qui cassent, des pièces qui ne fonctionnent pas, mais le plus gros problème à résoudre, c'est celui du porpoising. La fiabilité est évidemment un enjeu majeur. Vous vous doutez bien qu'il n'y a aucune équipe qui a envie de se retrouver en rade au premier Grand Prix. Cependant, les essais de Bahreïn sont un petit peu moins centrés sur la fiabilité que ceux de Barcelone. Les écuries ont beaucoup roulé en Espagne, en tout cas au moins la moitié d'entre elles. Ferrari, Red Bull, Mercedes, Williams ou encore McLaren sont les équipes qui ont rencontré le moins de problèmes de fiabilité. Pour elles, Bahreïn est alors l'occasion de se focaliser davantage sur la performance en elle-même. Les ingénieurs vont alors proposer aux pilotes un programme de course qui va leur permettre de tester plusieurs scénarios. Il y aura par exemple plus ou moins de carburant, ou encore des pneus différents, avec l'objectif de comprendre les réactions de la voiture et ses capacités dans différentes situations. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des objectifs des essais de Bahreïn. Passons maintenant au plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu pendant ces 3 jours? On regarde ça ensemble, tout de suite. Avant de parler en détail des essais de Bahreïn, je vais vous expliquer rapidement ma méthodologie. On va regarder ensemble tranquillement, équipe par équipe, ce qu'il faut retenir de chacune d'entre elles. Si vous voyez d'autres choses que je n'ai pas mentionnées et qui vous ont marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'autre part, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît, ça m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Alors, on a vu beaucoup de bonnes et de moins bonnes choses pendant ces 3 jours de test, et j'ai envie de commencer par parler de l'écurie qui a peut-être le plus galéré au début des essais. Haas. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'écurie américaine a connu beaucoup de difficultés ces dernières semaines. Elle s'est séparée de Mazepin, a dû lui trouver un remplaçant en urgence, a connu des problèmes logistiques et a loupé le début des essais hivernaux. Bref, la grosse galère. On a presque l'impression que quelqu'un a jeté un sort sur Günther Steiner. Mais tout s'est rapidement arrangé. Le matériel qui leur manquait est finalement arrivé, Fittipaldi a roulé à la place de Mazepin et surtout, Kevin Magnussen a fait un retour inattendu dans l'écurie. Ça, personne ne l'avait vu venir. Pour vous donner rapidement mon avis sur ce recrutement, je pense que la décision de Haas est plutôt cohérente. Steiner est quelqu'un qui valorise beaucoup l'expérience et la continuité dans ses pilotes. Pour des raisons budgétaires, il avait dû se séparer de Magnussen et de Grosjean en 2020 et associer 2 rookies. L'expérience a été compliquée l'année dernière, et encore le mot est faible. Et je pense que Steiner souhaitait vraiment faire revenir un pilote plus expérimenté. Compte tenu des disponibilités sur le marché des transferts, Magnussen me semble être un choix assez logique. Il connaît très bien la voiture, l'équipe, et on connaît son niveau. Ce n'est pas le meilleur, bien sûr, mais c'est un bon pilote de milieu de tableau qui ne fera pas tâche sur la grille.
Finalement, c'était peut-être mieux pour lui de pas rouler avec la Haas de la saison dernière tant c'était une charrette. Mais cette année, l'écurie américaine pourrait être dans une bien meilleure position. Évidemment, la voiture a connu quelques soucis de fiabilité, mais ça a été rapidement fixé par le staff technique et les pilotes ont pu accumuler pas mal de tours. Et je pense que la meilleure nouvelle pour eux, c'est qu'ils ont réalisé des temps assez costauds. Magnussen était même le pilote le plus rapide lors de la session du vendredi après-midi, tandis que Schumacher réalisait lui le deuxième meilleur temps du samedi. Alors il faut nuancer ça, parce que les temps réalisés pendant les essais, vous le savez, ça ne veut souvent rien dire. Ils ont été réalisés avec très peu de carburant, et surtout, alors qu'il n'y avait aucune autre voiture en piste. Mais pour une équipe de la dimension de Haas, je pense que c'est positif. Depuis 2 ans, ils concentrent tous leurs efforts sur cette voiture, donc forcément, ils attendent des résultats. La monoplace a clairement gagné en performance, et sera sans doute capable, à minima, d'être plus proche de ses concurrents. Des essais positifs pour eux. Alfa Romeo a également connu des essais encourageants. À Barcelone, ils ont eu un tas de problèmes mécaniques qui ont vraiment gâché leurs 3 jours. Mais c'était beaucoup mieux à Bahreïn. Bottas a connu des soucis hydrauliques qui l'ont forcé à s'arrêter, mais globalement, il a semblé content de la performance de sa monoplace. Surtout, le porpoising n'a pas été trop handicapant pour eux, et au fur et à mesure des séances, ils se sont améliorés. Son coéquipier, Guan Yu Zhou, a quant à lui pu enchaîner les tours dans sa nouvelle équipe pour la première fois. Malgré tout, je pense qu'il lui faudra un petit peu de temps pour bien s'adapter à l'Alfa Romeo. Il aurait dû plus rouler à Barcelone et à mon avis, il ne sera pas 100% prêt pour le premier Grand Prix de la saison. Enfin, on verra ça très vite. Continuons notre tour des écuries en parlant d'Alpine. Esteban Ocon et Fernando Alonso étaient contents de leur chrono, et la voiture est fiable, même s'ils ont connu quelques petits soucis mécaniques sans grande importance. À mon avis, le plus gros défi pour eux sera de fixer ces soucis de marsouinage sans compromettre la performance. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Alonso lui-même était très satisfait de la vitesse de la voiture lors du dernier jour de test. Je ne pense pas qu'ils seront capables de jouer dans le haut de tableau dès cette année, mais c'est l'une des équipes qui a le moins dévoilé son jeu, alors j'attends de voir. Le haut de tableau justement, parlons-en. L'écurie qui a peut-être marqué le plus ses essais, c'est certainement Mercedes. Jeudi dernier, Toto Wolff et sa bande ont débarqué avec un design de ponton très surprenant, très compacté. Alors on avait hâte de voir ce que ça donnerait en piste. Et sincèrement, on a été un petit peu déçus. Déjà, il convient de comprendre pourquoi Mercedes a fait ce choix de sidepods. La réponse est simple. Favoriser un flux d'air plus élevé vers le plancher, le diffuseur et l'arrière de la voiture, tout en essayant de contrôler au maximum le porpoising. Mais Mercedes a été en grande souffrance lors du premier jour des essais. La monoplace était impossible à conduire et on avait l'impression qu'elle allait éclater en 1000 morceaux. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire et je ne suis pas certain qu'ils soient à 100% prêts pour le premier Grand Prix de l'année. Lewis Hamilton a d'ailleurs déclaré qu'il ne voyait pas Mercedes capable d'aller chercher la victoire lors des premières courses. Alors on connaît Lewis. On sait qu'il aime bien faire ce genre de coup de com' pour mettre un peu la pression sur son équipe et sur les autres pilotes, mais je suis en partie d'accord avec lui. Il est clair que s'ils ne réussissent pas à fixer leurs problèmes de stabilité, ils auront du mal à se battre avec les écuries de devant. Mais quand même, tout n'a pas été mauvais pendant ces 3 jours d'essai. Ils ont réalisé beaucoup de tours et j'ai trouvé qu'ils se sont améliorés petit à petit. Ils ont aussi amené d'autres innovations sur la voiture qui semblent vraiment intéressantes. Moi je retiens surtout le design de l'aileron avant qui est un petit peu différent de ce qu'on a vu à Barcelone et qui réduit le flux d'air vers des composants qui n'en ont pas besoin. Le potentiel, il est là et la voiture paraît bonne. S'ils réussissent à fixer leurs problèmes de porpoising et de fiabilité, je suis convaincu qu'ils réussiront à jouer devant. À mon sens, ça devrait le faire vu la qualité de l'équipe, mais à voir combien de temps ça va prendre. Son concurrent de l'année dernière, Red Bull, a été plus discret, mais diablement efficace. La monoplace ne connaît que très peu de soucis avec le porpoising et est pour moi la plus stable de la grille, avec peut-être la Ferrari. L'écurie autrichienne a également introduit quelques nouveautés lors du dernier jour des essais. Des nouveaux sidepods, des petites modifications sur le plancher et un design d'aileron avant légèrement modifié. C'est trop tôt pour dire encore à quel point ça impactera la performance, mais ce qui est sûr, c'est que chacune de ces nouvelles pièces ont été très bien installées et que la Red Bull n'a connu aucun souci. C'est l'une des 2 équipes qui m'a donné la meilleure impression à Bahreïn, tout simplement parce qu'ils ont apporté des modifications conséquentes à leur voiture le samedi et qu'ils ont quand même eu la monoplace la plus stable et la plus performante. C'est très bon signe, et je pense qu'ils seront au rendez-vous lors du premier Grand Prix. Mais on ne peut pas parler de voiture compétitive sans parler de Ferrari. Depuis le début des essais à Barcelone, beaucoup d'observateurs estiment que ce sont eux qui se sont montrés les plus compétitifs. La monoplace semble être performante dans tout type de conditions. À Bahreïn, comme en Espagne, elle a été très fiable et capable d'aller chercher les meilleurs tours. La voiture est très équilibrée et puissante, il n'y a aucun doute. Charles Leclerc a déclaré que les soucis de porpoising rencontrés à Barcelone étaient beaucoup moins conséquents aujourd'hui. S'ils arrivent à fixer ça complètement d'ici à la première course, je suis convaincu que lui et Carlos Sainz disposent d'une vraie machine de guerre. La grande interrogation pour eux finalement, elle est liée à ses concurrents.
Red Bull et Mercedes ont encore du potentiel, ça se sent, et jusqu'où peuvent-ils aller? Entre ces trois écuries, il y a un vrai jeu de poker menteur. Personne ne veut reconnaître sa supériorité sur les uns et les autres. L'an dernier, le gap avec Mercedes et Red Bull était assez conséquent, et j'ai hâte de voir s'ils ont rattrapé leur retard. A priori, ces trois équipes sont les plus à même de jouer la gagne dès ce week-end, à moins qu'une autre équipe nous sorte une surprise de son chapeau. McLaren pourrait jouer ce rôle. L'écurie anglaise avait vraiment impressionné lors des premiers tests de Barcelone, mais a été beaucoup moins en vue la semaine dernière. Déjà, Daniel Ricciardo, malade, n'a pas pu prendre part aux essais, et seul Lando Norris a pu réaliser des tours en piste. Il est donc logiquement le pilote qui a le plus roulé, mais pourtant, il n'a fait que 2 tours de plus que George Russell, alors qu'il avait 3 jours à lui tout seul. Ça en dit long sur les problèmes de l'équipe. McLaren a eu des soucis au niveau du refroidissement des freins et n'a pas pu passer autant de temps en piste qu'elle le souhaitait. Elle n'a donc pas pu faire de simulation de course, ni tester tous les pneus qui étaient à sa disposition. Côté positif, c'est l'une des équipes qui souffre le moins du porpoising. La monoplace est relativement équilibrée, et si elle montre les mêmes choses qu'à Barcelone, ça pourrait être du haut niveau. Mais avec un pilote qui a raté 3 jours de test, et une voiture qui a des problèmes mécaniques, il y a encore du travail à faire pour Zak Brown et sa bande. Williams non plus n'a pas rassuré lors de ses essais. Vous l'avez vu, la voiture de Nicolas Latifi a pris le feu vendredi, ce qui lui a gâché quasiment toute une journée de test. En termes de temps, l'écurie anglaise n'a pas été au rendez-vous, et se retrouve assez loin de ses concurrents. Bon, maintenant vous le savez, les chronos ça ne veut parfois rien dire, et je pense que la voiture vaut mieux que ça. Le reste du temps, Latifi et Albon ont beaucoup roulé, mais sans vraiment donner d'indice sur la performance réelle de la monoplace. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est fiable. Mais Jost Capito, le team principal de Williams, estime que la perte d'un jour de test ne les met pas dans les meilleures conditions pour le début de la saison. Bon les amis, il reste 2 écuries dont nous n'avons pas encore parlé. Et si je les ai laissées pour la fin, c'est parce que ce sont celles qui ont peut-être le moins marqué les esprits, à commencer par Aston Martin. Lance Stroll et Sebastian Vettel ont connu des essais relativement tranquilles. Ils ont beaucoup roulé, la voiture est stable et ne souffre pas trop de porpoising. J'ai la sensation qu'ils cachent un petit peu leur jeu et qu'ils n'ont pas dévoilé leur vraie vitesse. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Lawrence Stroll a annoncé que son équipe vise le championnat d'ici à 2025 et que 2022 est encore trop tôt pour essayer d'aller jouer devant. Alors je suis curieux de voir ce que vaut la monoplace cette saison. Même sans cloche pour AlphaTauri, on n'a pas vu grand chose même si la monoplace paraît solide. Yuki Tsunoda et Pierre Gasly sont parmi les pilotes qui ont accumulé le plus de tours. La voiture est très stable, mais on n'a rien vu de marquant sur ces tests en tout cas. Pierre Gasly pense que la monoplace a un certain potentiel qu'ils n'ont pas réussi à exploiter, et j'ai tendance à le croire. Ils utilisent beaucoup de pièces fournies par Red Bull cette saison, donc techniquement, si Red Bull marche bien, il n'y a pas de raison pour qu'AlphaTauri n'en fasse pas de même. Finalement, je pense que l'équilibre de la monoplace pourrait faire la différence par rapport aux autres équipes du midfield, en tout cas lors du premier Grand Prix. On sait ce dont Pierre est capable, et si Yuki Tsunoda gomme ses erreurs qu'on a beaucoup trop vues la saison passée, il pourrait avoir une vraie carte à jouer dans le haut du milieu de tableau. Voilà, les essais hivernaux, c'est fini. Prochaine étape, les premiers essais libres de la saison, vendredi. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces essais de Bahreïn? Quelle équipe vous a laissé la meilleure sensation? Dites-moi tout en commentaire et je lirai ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour soutenir mon travail. On se retrouve plus tard cette semaine pour parler du premier Grand Prix de l'année. Salut, à la prochaine!